Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Le comité de pilotage explique le bien fondé de cette initiative du président de la transition. Aujourd'hui, il a rencontré différentes couches de la société. Elles s'engagent à jouer leur partition pour la réussite de la rencontre. 43 degrés Celsius, c'est la température affichée par le thermomètre à Tombouctou. Aujourd'hui, la forte chaleur était accompagnée de vent chaud. Canicule et Ramadan à Tombouctou. Najim Baba Sissé nous en parle dans ce 20h. Ce soir, nous allons à la découverte de la Cour administrative d'appel de Bamako. C'est une juridiction du second degré de l'ordre administratif. Quel est le rôle de cette cour? Comment fonctionne-t-elle? Garibou Pérou nous le dira dans la chronique judiciaire. Le RTM vous remercie de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le président du comité de pilotage pour le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré cet après-midi les membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Les échanges ont porté sur le caractère inclusif du dialogue intermalien et l'initiative présidentielle amorce sa deuxième phase avec les concertations à la base dans les communes, les régions, ambassades et consulats. Suleiman Kenza Sidibé. Le du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale aborde ainsi sa deuxième phase, celle qui veut rencontrer, écouter toutes les institutions de la République, recueillir les attentes, avoir leur implication également dans ce processus de paix entre frères maliens, des frères et sœurs qui vont engager le dialogue pour mettre fin aux crises, aux mésententes entre les communautés. Le Mali, à la croisée des chemins, a besoin de ses fils et de ses filles pour qu'ensemble, dans une synergie d'action et d'intelligence, qu'on l'assiste à se maintenir debout. On ne cesse jamais de dialoguer. C'est toujours bienséant d'engager des pourparlers entre Maliens. Le dialogue est une vertu, voire une valeur ancestrale bien ancrée dans notre société. Pour le président du comité de pilotage, Ousmane Oussefi Maïga, il est temps de se parler, de mettre balle à terre et de jouer joyeusement ensemble entre frères maliens pour le bon vivre ensemble. Plusieurs crises traversent notre pays depuis un certain temps. Comme disent les sportifs, il est temps de mettre la balle à terre et de trouver le meilleur gazon sur lequel il faut jouer. Les Maliens doivent jouer ensemble. Dans la lettre de mission que le président a déclinée, sa vision pour le dialogue intermalien. Je le cite, il vise à résoudre ce dialogue, les mésententes au sein des communautés et entre elles, à réparer le tissu social en vue de restaurer l'harmonie et le vivre ensemble, ayant toujours caractérisé les sociétés maliennes sans lesquelles le développement et la réalisation du Mali seraient impossibles. Cette belle initiative du président de la transition apportera à coup sûr la paix au Mali. L'aboutissement et le passage obligé, c'est le dialogue, c'est le sigikafo, c'est l'écoute mutuelle, c'est le partage des peines, des récriminations, mais aussi le partage des solutions. Cette prise de contact s'est transformée en un cadre d'échange et de discussion. Les membres du comité sont intervenus tour à tour, qui pour expliquer, qui pour apporter des apaisements ou des éclaircissements, qui pour apporter des réponses idoines. Toutes ces choses dénotent une certaine prise de conscience pour la paix, au-delà pour l'avenir du Mali, dira Mme Fatmata Sekou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des questions politiques. Le dialogue, c'est au niveau communal, régional et national. Pour la diaspora, c'est au niveau des consulats. Ces dialogues intermaliens engagent toutes les couches socio-professionnelles du pays, demandent par conséquent à toutes leur pleine implication. Les jeunes, les femmes et les organisations de la société civile du Mali entendent jouer toute leur partition dans le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. La promesse est faite ce mardi lors de la rencontre que le comité de pilotage a eue avec ses couches. Reportage Mamadi Kone. C'est dans une salle Djilibaba Sissoko, archicomble du CICB, que le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a rencontré les jeunes, les femmes et les organisations de la société civile. Au centre des échanges,
L'organisation de la deuxième phase du dialogue intermalien. Le président du comité de pilotage a tout d'abord expliqué à l'assistance les actes posés depuis la création du comité en janvier 2024 avant de décliner ses attentes envers les jeunes, les femmes et la société civile. Nous comptons sur votre mobilisation qui est déjà démontrée, votre accompagnement avec l'implication de vos démembrements à la base et d'aboutir à un processus inclusif, qu'aucun Malien ne soit exclu de ce processus. Parlez avec tout le monde, même ceux qui hésitent, qui ne croient pas, vous pouvez les convaincre parce que vous êtes des dames, des jeunes, dynamiques, et c'est la force de conviction de vos arguments qui vont les amener autour de la table. Cette initiative du président de la transition, Dira Ousmane Issoufou Maïga, vise à mettre fin aux multiples crises entre les fils d'un même pays. Il s'agira donc de recueillir les préoccupations des Maliens de l'intérieur, des Maliens établis à l'extérieur, ainsi que les contributions faites sur la plateforme numérique créée à cet effet. Cette inclusivité sera la lame de fond de la suite de cette deuxième partie du processus du dialogue intermalien, avec les phases communales qui débuteront du 13 avril au 15 avril, régional, district, ambassade et consulat du 20 avril au 22 avril. Enfin, au bout du processus, nous avons la phase nationale dont le président de la transition, chef de l'État, présidera les cérémonies d'ouverture et de clôture aux dates qu'il indiquera. Les interlocuteurs du jour adhèrent à la démarche inclusive et participative. Nous avons été impliqués et la lourde tâche que nous a donnée l'État avec le président du dialogue intermalien, nous ferons tout pour mener à bien, en tout cas, tout ce que nous devons faire, nous le ferons. Rien ne peut se faire comme construction dans le Mali sans passer par la jeunesse. Donc il nous revient essentiellement de jouer entièrement notre rôle. Et pour cela, nous sommes prêts. On va passer la communication, entre nous échanger pour répondre essentiellement aux défis de la jeunesse et répondre vraiment à l'aspiration de la jeunesse comme cela se doit. On a bien compris le message et on serait tous pionniers de ce message-là et du dialogue intermalien, car nous sommes tous interpellés, car nous voulons notre pays, notre patrie unie et prospère. Le porte-parole du gouvernement a pour sa part réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner le dialogue intermalien avant de donner les motivations profondes de cette initiative présidentielle. Le 31 décembre 2023, dans son adresse à la nation, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a annoncé à la population malienne l'option de privilégier dorénavant un dialogue intermalien, bien entendu, qui résulte d'un ensemble d'échecs. C'est vrai que ce sont des échecs, mais il est également important de tirer les enseignements de toutes ces expériences précédentes. Quand on regarde un peu l'histoire de notre pays, d'un accord, nous passons à d'autres conflits, d'un accord, nous passons à d'autres conflits, malheureusement, jusqu'à la crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis moins 2012, ayant abouti à la perte de plus de 75% de notre territoire national. Voici un peu les raisons profondes qui ont poussé le chef de l'État à juste titre à privilégier dorénavant cette option. Cette forte mobilisation des jeunes et des femmes présage déjà un bon dialogue intermalien selon certains observateurs. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale invite les membres des anciens mouvements signataires de l'accord, en particulier ceux ayant rejoint le CSP-PSD, à restituer immédiatement les véhicules de l'État en leur possession, et ce au plus tard le 15 avril 2024. Il s'agit spécialement des ex-membres des structures suivantes: Comité de suivi de l'accord CSA et ses différentes sous-commissions, Comité technique de sécurité CTS, Équipe mobile de vérification EMOV, Mécanisme opérationnel de coordination, MOC,
Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion, CNDDR, Commission nationale d'intégration, CENI, Conseil national à la réforme du secteur de la sécurité, CNRSS, Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, CRSS, les autorités intérimaires des régions du Nord et les conseillers spéciaux auprès des gouverneurs. Les personnes concernées sont priées de restituer les véhicules en question aux services indiqués ci-dessous, aux services indiqués CSA et CTS, à remettre au DFM du MRPCN, MOC et EMOV, aux chefs militaires dans les zones concernées, CNDDR et CENI aux agents comptables de ces mêmes structures, CNRSS au DAF de la primature, CRSS au DFM du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, autorités intérimaires et conseillers spéciaux aux gouverneurs des régions. Passé ce délai, les services compétents de l'État prendront les dispositions idoines en vue de récupérer les 10 véhicules avec les détenteurs. La liste des véhicules et des détenteurs concernés est disponible sur le site de l'ORTM, www.ortm.ml. Hors du Mali, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment ce matin pour un mandat de 5 ans. À l'invitation des autorités sénégalaises, le président du CNT y était au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il est élu 5e président du pays. La cérémonie de prestation a réuni environ une dizaine de chefs d'État et de gouvernement. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à respecter et à faire respecter les lois de son pays. Nous y reviendrons plus en détail au cours de cette édition avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. Ici au Mali, dans le nord, journée caniculaire aujourd'hui à Tombouctou. Le thermomètre a affiché 43 degrés Celsius. La forte chaleur était accompagnée de vent chaud. À 13h, les rues de la ville étaient presque désertes. Comment les populations arrivent à observer le jeûne face à cette torride chaleur? Najim Baba, Sissé et Hassan Aïdara nous expliquent. Avec des températures moyennes qui tournent entre 39 et 42 degrés Celsius. Durant ce mois de Ramadan, les populations de la ville de Tombouctou adoptent des astuces pour maintenir le cap. À partir de midi, les camarades se retrouvent sous des hangars construits, ensablés et arrosés pour se procurer l'humidité. Les astuces que nous faisons ici, surtout aujourd'hui, c'est un jour férié, nous sommes au grain d'ailleurs, au bord du goudron. Donc on a notre robinet à côté, on a versé de l'eau un peu partout. On n'a pas pu construire une case aussi digne comme les Tombouctiens le font, au moins pour qu'il y ait plus de fraîcheur à l'intérieur. Le matin, on fait tout avant 11h. Voilà, à 11h midi, on se met à l'ombre. Parce que la chance de Tombouctou, c'est que si on est à l'ombre, ça va. D'autres groupes débattent des sujets d'actualité pour ne pas voir le temps passer, à l'image de celui-ci. On se retrouve aussi entre frères, mais souvent il y a des questions d'actualité qui font état des débats entre les membres du grain et ça se passe en merveille entre nous. Et malgré que le vent est chaud, mais on s'y adapte. Tout le monde est là, on est quand même sur le sol, donc on met du sable là-dedans, on arrose bien. Donc on essaie de profiter de la fraîcheur du sable et puis on cause, on parle de tout. Donc on fait passer la journée. Dans les services publics et même privés, le mois du Ramadan a beaucoup impacté le cours normal des activités. Nous sommes là à 7h30 et nous descendons, n'est-ce pas, donc à 16h. Donc avec l'arrivée du Ramadan également, nous nous sommes déjà adaptés donc, à la situation. Et là, ça ne nous a pas posé donc, des soucis. À quelques minutes de la rupture, la situation thermique s'est beaucoup adoucie. C'est la preuve que malgré la forte chaleur la journée, les nuits sont fraîches à Tombouctou, avec 24 et 26 degrés Celsius. Il fait chaud ici également à Bamako. La rédaction vous propose demain un grand format sur cette canicule avec les différents services techniques, la santé et Mali Météo. Ce serait une réalisation de Barakissa Ouattara.
En troisième région, suite aux infanticides survenus dans le cercle de Sikasso, la gouverneure vient d'organiser un cadre d'échange avec la population afin de mieux l'édifier sur cette tragédie, l'inviter à relayer la bonne information et faire preuve de vigilance. Les reportages de Moussokoro Sérémé, Taïrou Konate. C'est une rencontre d'information, de sensibilisation et d'éveil de conscience des différentes couches sociales de la région de Sikasso, les femmes en l'occurrence, sur les conséquences de la pratique de certains rituels. Le cadre initié par la chef de l'exécutif régional fait suite à la découverte d'un réseau d'assassins de bébés à Siranikoro, dans la commune rurale de Luluni. Avoir un enfant, c'est une bénédiction et c'est une grâce. Ce n'est pas pour rien que les hôpitaux existent. Ce n'est pas pour rien que les pédiatries existent. Je dirais aux femmes de communiquer avec leurs conjoints, d'être prudentes. Et aux hommes également de supporter, s'il y a ces cas dans les familles, de les aider à les soigner, de les aider à les protéger. À cette rencontre, les participants sont édifiés par la police à travers des explications détaillées sur le déroulement du crime. Et les acteurs entendent pleinement jouer leur rôle afin que ce genre de tragédie ne se répète plus. L'initiative est salvatrice puisque ça va beaucoup édifier les femmes, les jeunes femmes surtout, à prendre conscience de l'aspect mythique des enfants qui ont bénéficié de ces handicaps-là. Cette affaire interpelle surtout nous, leaders coutumiers, car ce genre de pratique se fait dans nos villages et quartiers et on doit être les premiers dénonciateurs. C'est aujourd'hui qu'on a reçu la bonne information et nous allons à notre tour la relayer partout où ça se doit. Vigilance, lucidité et coopération avec les forces de défense doivent désormais faire partie de notre quotidien. Je l'annonçais, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment ce matin pour un mandat de 5 ans. À l'invitation des autorités sénégalaises, le président du CNT y était au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Bassirou Diomaye Faye est élu 5e président du pays. La cérémonie de prestation a réuni environ une dizaine de chefs d'État et de gouvernement. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à respecter et faire respecter les lois de son pays. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. C'est un vent nouveau qui souffle sur le Sénégal avec l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. L'événement mobilise plusieurs dirigeants africains, parmi eux le président du Conseil national de transition, représentant le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le Mali vient ici apporter son soutien et témoigner de sa reconnaissance à Bassirou Diomaye Faye et au peuple sénégalais. À 44 ans, il est élu 5e président du pays avec un score sans appel de 54,28%. Il prête serment ce 2 avril dans une salle archi-comble du centre des expositions de Diamniadio devant le Conseil constitutionnel et le parterre d'invités de marque. Moment solennel chargé de symboles, le nouveau chef de l'État sénégalais, dans son discours d'investiture, mesure l'immensité des défis qui l'attendent. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Bassirou Diomaye Faye prononce un discours souverainiste et panafricaniste. Conformément à son projet de société, il prend l'engagement de défendre et de préserver les intérêts de son peuple et appelle à la solidarité des pays africains face aux multiples défis. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Un fait aura attiré l'attention. Le Mali, en vedette à cette cérémonie, est fortement ovationné au passage du colonel Malick Diaw pour saluer et féliciter le nouveau président sénégalais. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du Sénégal
précisément leur Excellence M. Macky Sall et M. Bassirou Diomaye Faye pour l'invitation adressée au Mali, l'invitation adressée au président Assimi Goïta, président de la transition du Mali, afin de participer à cette cérémonie solennelle de prestation de serment. Également, je suis porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui m'a vraiment chargé de retransmettre ces chaleureuses salutations au vaillant peuple sénégalais pour sa maturité et surtout pour l'organisation reçue des élections présidentielles du 24 mars 2024. Aussi retransmettre ses sincères félicitations à son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection. Invitation des autorités sénégalaises adressées au Mali, précisément au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin de participer à cette cérémonie, témoigne vraiment de la qualité des excellentes relations entre nos deux pays. Effectivement, ça a été une belle opportunité aussi de rencontre, et surtout pour ceux qui croyaient que le Mali était isolé. Aujourd'hui, je peux vous dire que je retourne vraiment satisfait parce que nous avons pu débattre de beaucoup de sujets d'actualité avec les nouvelles autorités. J'insiste sur la nécessité vraiment que nous, les autorités de la transition, ainsi que les nouvelles autorités de la République du Sénégal, avons des défis en commun. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment rassuré à travers le message que je porterai en retour à son Excellence le colonel Assimi Goïta, c'est-à-dire le message de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, vraiment à son frère, ami, le colonel Assimi Goïta. Autre temps fort de cette journée historique au Sénégal, la passation du pouvoir avec son prédécesseur Macky Sall au palais présidentiel où un beau monde s'est donné rendez-vous pour faire la fête. Ici, à Bamako, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé hier l'ouverture de la 3e édition de la foire agricole de la commune 3 de Bamako. L'objectif de cette foire est de contribuer à la valorisation de nos productions agricoles et d'attirer l'attention des autorités sur la problématique de la commercialisation des produits Made in Mali. Reportage Youssouf Diakité, Mamadou Sidibé. Cette 3e édition de la foire agricole de la commune 3 du district de Bamako est une opportunité de rencontre, d'échange et un espace d'affaires pour les producteurs agricoles. La problématique, c'est d'améliorer la capacité de productivité des acteurs agricoles et de résoudre définitivement la question de commercialisation des produits made in Mali. Soit le gouvernement a un projet de loi, soit une proposition de loi. Nous demandons fortement la mise en place d'un projet de loi qui incite les gouvernements d'acheter directement les 50% chez les producteurs agricoles nationaux. Notre problème n'est pas de produire, mais c'est la commercialisation. Les autorités communales, partenaires stratégiques de la foire agricole, apprécient et accompagnent l'initiative depuis la première édition. Nous avons élaboré le PDSEC, le plan de développement social et économique de la commune, dans lequel l'agriculture, l'élevage, la pêche occupent une place de choix. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche rassure les organisateurs quant à la prise en compte des doléances égrenées. La foire servira de vitrine pour exposer les produits agricoles urbains et périurbains du district de Bamako. Vous découvrirez l'importante production agricole du district de Bamako. Vous découvrirez aussi qu'à travers une gamme très variée de produits agricoles qui va achalander les stands. Parmi ces produits figurent de nombreuses variétés de légumes, de fruits de toutes sortes, de produits de pêche et d'aquaculture.
L'occasion était bonne pour remettre des vivres et des non-vivres au service social des armées en guise de soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes. Espace d'espoir, l'autisme et rendre visibles, autonomes nos enfants spéciaux. C'est le thème de la 17e édition de la Journée internationale de l'autisme, célébrée le 2 avril de chaque année. Cette journée est mise à profit par l'association Djiguiya pour informer et sensibiliser l'opinion nationale sur les difficultés que traversent les parents et les enfants atteints d'autisme. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. C'est dans cette concession située à l'hippodrome 2 en commune 2 du district de Bamako que se forment désormais plus de 400 enfants autistes. Le local a été offert par Banyugou Gueye, parent d'enfants autistes, non moins président de l'association Djiguiya. Pour le donateur, s'il y a un défi à relever aujourd'hui, c'est bien la création d'un centre d'apprentissage ou de rééducation des enfants autistes. Nos enfants ne sont acceptés ni à l'école publique ni à l'école privée. C'est ce qui nous motive d'ailleurs de faire notre centre. Ça c'est un. Les médicaments, ils coûtent cher. Tous les médicaments qu'on avait sur Amo, ils ont retiré sur Amo. On a adressé une lettre au directeur de la CANAM, jusqu'à présent on n'a pas eu de réponse. Il faut d'autres difficultés. Les enfants qui ne parlent pas, il faut l'orthophoniste, il faut 10 000 francs par heure, il faut 4 séances par semaine. Et ceux qui sont là, on doit les aider pour leur éducation. Il faut 10 000 francs par heure, soit un psychologue, soit un psychomoura ou bien soit un psychiatre. Ça aussi c'est extrêmement cher, il faut 4 séances par semaine. Donc c'est des choses, quand on a ces difficultés-là. On a eu une parcelle à Pongé, à côté de l'hôpital du Pongé, en face de la mairie. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires avec le gouverneur. Quand on est arrivé à l'autorisation, donc le service de domaine a dit qu'il y a 4 titres dessus. On avait même fait notre livre topographique, on a fait notre avant-projet du centre. Si on parvient à faire ce centre, ça va être une première dans la sous-région, une troisième dans l'Afrique. Selon Dr H. Maïga Pichichatre au CHU du Point G, sur 100 naissances, il y a une forte possibilité d'avoir un enfant autiste. Il n'y a pas seulement un autiste, il y a des autistes. Dans l'autisme, il y a vraiment des variantes différentes. Chaque autiste est particulier. Mais globalement, pour faire le diagnostic de l'autisme, c'est vraiment des troubles de communication, c'est des stéréotypies gestuelles, c'est-à-dire c'est des enfants qui font des gestes, qui font la répétition de certains gestes, et c'est des enfants qui ont du mal à regarder les autres et à interagir avec les autres. Donc ils ont du mal à lire les émotions des autres. La cause est inconnue. Tous les enfants ont droit à la protection, à l'éducation et à la santé. C'est pourquoi les mères des enfants autistes lancent un cri de cœur. Avant de connaître les chemins à parcourir, pas facile au Mali, puisque les structures publiques, ça n'existe pas. Il nous faut chercher des centres spécialisés, privés, qui coûtent excessivement cher. Nos attentes à l'endroit de l'État, du gouvernement malien, c'est de jeter un coup d'œil à nous, parents autistes, à nos difficultés, à savoir la création d'abord d'un centre pour autistes, comme pour les drépanocytaires par exemple, afin que quand une maman tombe sur un enfant autiste, elle puisse savoir quelle direction prendre, au lieu d'aller de gauche à droite vers les tradithérapeutes, vers n'importe où, sans avoir un objectif fixe. La célébration de cette journée permet aux acteurs de faire comprendre les problèmes de cette couche vulnérable. Occasion pour le président de l'association Djiguiya d'offrir une chaise roulante à la maman d'un enfant autiste qui a des difficultés à se déplacer. Lutte contre la malnutrition aiguë des enfants, 2 projets de recherche initiés à cet effet ont pris fin. Les résultats de ces projets ont été portés à la connaissance des autorités régionales et autres partenaires. Reportage Idrissa Keita. 2 projets sur la nutrition viennent de prendre fin à Nara. Il s'agit de projets de recherche pilote opérationnels et essais cliniques. Cette rencontre, initiée par International Rescue Committee IRC, se tient pour partager les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ces projets dans la région de Nara. La rencontre vise aussi à capitaliser les leçons apprises et à échanger sur les perspectives de recherche. Par rapport au protocole simplifié, IRC a traité plus de
51 000 enfants de la malnutrition aiguë dans le district sanitaire de Nara depuis 2018. Par rapport à l'essai clinique initié en 2022, 1378 enfants ont bénéficié d'un traitement de la malnutrition aiguë. Pour atteindre ces résultats, les deux projets ont utilisé des méthodes et outils innovants dans le district sanitaire de Nara. Nous avons utilisé des méthodes innovantes, notamment l'utilisation d'un protocole simplifié combiné pour le traitement de la malnutrition et aussi le traitement de la malnutrition par les ASC au niveau communautaire, la formation et l'équipement des mamans pour le dépistage des enfants au niveau des ménages. Dans le cadre de cette crise agro-pastorale, détérioration de la situation nutritionnelle, IRC, en concertation avec ECHO, UNICEF et Division Nutrition, prévoit de piloter le protocole simplifié pour la prise en charge des enfants malnutris. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, dont la systématisation de la recherche des ODM chez tous les enfants souffrant de la malnutrition. Ces suggestions permettront à l'IRC et à ses partenaires de mieux orienter leur action au profit de ce groupe cible. Le projet Alliance pour la cohésion sociale et la résilience au Mali et en Mauritanie, ACCOR, a connu son épilogue. C'est à travers un atelier que les 5 ONG initiatrices de ce programme ont dressé leur bilan. Un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros, soit plus de 7 milliards 800 millions de francs CFA. Awa Adama Koulibaly et Drissa Traoré. Des transferts monétaires réguliers, des transferts d'actifs de renforcement des activités économiques, des formations d'amélioration. Ce sont là certains actes posés par le projet ACCOR, Alliance pour la cohésion sociale et la résilience, auprès des populations des communes de Léré, Nampalari, Youarou et Fassala, afin d'améliorer leurs conditions de vie et leur résilience face à l'insécurité et aux conflits. Après 4 années d'activité, place à l'inventaire. À ce jour, plus de 3300 ménages ont bénéficié de transferts monétaires sur une période de 3 ans. 39 projets communautaires ont été menés sur la partie de la nutrition. On a eu 143 GESAN, GASPA, groupe de soutien aux actions nutritionnelles. Nous profitons de l'occasion de cet atelier pour lancer un plaidoyer fort à l'endroit des différents partenaires ici présents pour contribuer à cet effort de réponse aux besoins des populations du département de Pascounou, tout en leur assurant notre entier engagement et disponibilité à les accompagner et leur faciliter l'accès à tous les niveaux, plan administratif, technique et logistique. Parmi les 5 partenaires de mise en œuvre du projet ACCOR, Amassa Afrique Verte Mali avait la charge de la cohésion sociale, colonne vertébrale même du vivre ensemble. Compte tenu du contexte même du pays, au niveau du Mali, on a eu des difficultés d'accès à certains villages d'intervention. Et du coup, on a beaucoup concentré la réalisation des activités au niveau des chefs-lieux des communes pour faciliter le mouvement ou bien la mobilité des communautés bénéficiaires. Dans le cadre de l'appui au dépistage et au système de référencement des cas de malnutrition, 10 tricycles ont été offerts à 3 villages de Tombouctou et au centre de santé de Youarou Central, en plus d'une pinasse. À Ségou, c'est parti pour la formation de 200 policiers, gendarmes, chauffeurs et personnes handicapées. C'est à la faveur d'un forum régional de la sécurité routière. Les précisions avec Amidou Diallo, Bakari Traoré. Au total, 200 participants composés des agents de la police et de la gendarmerie, des chauffeurs et des personnes en situation de handicap prennent part à ce forum régional de sécurité routière en 4e région. Cette initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière en Nazaire vise à former et sensibiliser ses couches sur la bonne conduite de la circulation routière. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, lors de la session ordinaire de conseil d'administration, a recommandé à la Nazaire d'organiser des forats régionaux de la sécurité routière. L'objectif, c'est de promouvoir la sécurité routière sur l'ensemble du territoire national. 4 jours durant, des thématiques relatives au recouvrement des amendes forfaitaires en matière de la circulation routière et le code de la route seront abordées. Le thème principal,
c'est le remplissage de la fiche BAC et son acheminement. Donc la fiche BAC pour nous, c'est le bulletin d'analyse des accidents constatés. Les chauffeurs, c'est le nouveau code de la route. Les personnes en situation de handicap, eux aussi, ils seront formés au code de la route et les conduites sécurisées. Qu'est-ce qu'il faut faire, les comportements à adopter dans la circulation. C'est une occasion particulière pour nous rappeler que le niveau de l'insécurité au Mali en général est préoccupant et celui de la région de Ségou en particulier, et qu'aucun effort ne doit être ménagé pour inverser cette tendance à la baisse. En marge de cette cérémonie d'ouverture, des dispositifs de sécurité routière et des médicaments de premiers soins ont été donnés aux agents de la police et de la gendarmerie. Restons à Ségou. Plus d'1,50 milliard de francs CFA seront injectés dans les activités 2024 du Serflitex. Le Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles a tenu la première session de son conseil d'administration. Fousseni Samaki. Le projet de programme d'activité et celui du budget 2024 figurent parmi les points saillants de cette première session du Serflitex, Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Cette année, la structure prévoit d'injecter 1,57 590 000 francs CFA dans les activités 2024. Dans ce budget, l'État intervient à hauteur de 87,70% et le Serflitex à 12,29%. Avant de décortiquer ce budget, les administrateurs planchent sur les activités menées en 2023. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer l'adoption de nouveaux textes régissant le fonctionnement du Serflitex, un taux de réussite de 100% aux examens de brevet de technicien, deuxième partie, ainsi qu'un taux de réussite de 94% dans les diverses filières de formation supérieure. L'introduction de formations hybrides, combinant l'enseignement en présentiel et à distance. Les prestations de services du Serflitex, comme l'analyse du fil de coton, de l'huile, du tourteau, de l'eau, entre autres, s'inscrivent dans les objectifs de la politique d'industrialisation accélérée au Mali. Au cours de la présente session, nos travaux porteront essentiellement sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2023 du Serflitex, l'examen et l'adoption du contrat annuel de performance et l'examen et adoption du rapport annuel de performance. La mission principale du Serflitex est de former des ressources humaines qualifiées pour l'industrie de manière générale et celle des textiles au Mali et dans la sous-région. Bamako, le parti et mouvement Djekabara vient de tenir une conférence de presse. Objectif, présenter aux hommes de médias non seulement le parti, mais aussi décliner la position de la formation politique en ce qui concerne les actions de la transition. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Deux points essentiels ont motivé l'organisation de cette conférence de presse par le parti mouvement Djekabara. D'abord, présenter la jeune formation politique qui a vu le jour dans la 4e République, précisément le 23 août 2023. Le parti mouvement Djekabara a pour mission de rassembler les Maliens et de mettre le Mali au travail. Aujourd'hui, malgré son jeune âge, le parti est présent dans 43 cercles à travers le Mali. Ensuite, il a été question pour le premier responsable du parti de décliner la vision de la formation politique quant à la transition. C'est lieu pour nous de saluer le retour effectif de l'État dans la région de Kidal, la montée en puissance des FAMA, le départ des forces étrangères sur l'ensemble du territoire national, l'adoption d'une nouvelle constitution, la création de l'AS, l'adoption des nouveaux codes miniers, la lutte implacable contre la corruption et le lancement du dialogue intermalien. Actualité oblige, la tenue de l'élection présidentielle s'est invitée dans les débats. Pour nous, la sécurité des citoyens est la priorité absolue. Elle passe avant les élections. En ce sens, nous invitons les autorités de la transition à œuvrer pour restaurer la sécurité avant d'organiser une quelconque élection. Et le président de conclure que le parti mouvement Djekabara entend continuer les œuvres des autorités de la transition en ce qui concerne la sécurité, la sauvegarde de l'intégrité du territoire, la promotion de la paix et la cohésion entre les Maliens. Dans des communiqués déposés à notre rédaction,
La coalition Akataganae, la fédération d'associations en soutien à la transition en cours au Mali, renouvelle leur adhésion à la vision du Mali Koura, réaffirme la souveraineté de l'État du Mali dans la voie du panafricanisme, hautement portée par les autorités de la transition, sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Notre vision prône la poursuite des réformes politiques et institutionnelles engagées pour la refondation de l'État du Mali. Avec un bilan satisfaisant depuis la rectification de la transition doit s'engager dans une phase de restauration de l'autorité de l'État en pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire national, conclut le communiqué. La coalition citoyenne pour la refondation et la souveraineté, Sankabalama Sako, constate ces temps-ci que certains partis politiques et associations s'agitent en faisant des déclarations et des communiqués pour la fin de la transition au Mali et demandent la mise en place d'une transition soi-disant civile. La coalition citoyenne pour la refondation et la souveraineté, Sankabalama Sako, faisant partie de la majorité, se réveille et se désolidarise de ces déclarations et communiqués. Le regroupement des partis politiques et associations soutien de la transition RPA-ST a appris avec stupéfaction et désolation la publication sur les réseaux sociaux d'une déclaration commune en date du 31 mars 2024 de certains partis et regroupements politiques exigeant la fin de la transition au Mali, de l'expiration de celle-ci, au motif de l'expiration de celle-ci, créant selon eux un vide juridique et institutionnel. À la réunion extraordinaire du mardi 2 avril 2024, le RPA-ST a tenu à apporter quelques éléments de réponse aux allégations portées par cette frange de la classe politique représentée par les anciens dignitaires du régime déchu et leurs acolytes. Les arguments exposés dans la déclaration commune des auteurs de ce communiqué sont erronés et teints de mauvaise foi. Notre appareil judiciaire dispose d'une cour administrative d'appel. Elle est une juridiction du second plan de l'ordre administratif. Elle est chargée de juger les affaires déjà jugées par une juridiction de première instance. Quel est le rôle de cette cour ? Comment fonctionne-t-elle ? Allons à la découverte de la cour administrative d'appel de Bamako avec Garibou Pérou, Abdou-Salam Bambara dans la chronique judiciaire. Institution clé du système de justice, la Cour administrative d'appel est la juridiction spécialisée en appel. Cour de second degré, elle est chargée de réexaminer les décisions rendues par les tribunaux administratifs. Son but est d'assurer la conformité des décisions à la loi. Au Mali, on a une justice organisée en deux ordres. L'ordre judiciaire que tout le monde connaît, qui est composé des juridictions qui sont chargées des litiges entre les particuliers, c'est-à-dire entre les citoyens, des litiges d'ordre pénal, d'ordre civil, d'ordre commercial, d'ordre social, et les juridictions de l'ordre administratif qui sont chargées des litiges entre l'administration et les administrés. Donc, la Cour administrative d'appel est la juridiction de second degré de ces juridictions d'ordre administratif. Les cours administratives d'appel fonctionnent comme les instances d'appel offrant aux parties insatisfaites de la décision des tribunaux administratifs une chance de faire réexaminer leur affaire. Elles se penchent sur les questions de droit et d'interprétation légale. Par exemple, quand le justiciable attaque une décision, il doit préciser les raisons de fait et de droit qu'il trouve la décision contraire à telle ou telle loi en vigueur. Quand la première instance vide son délibéré et qu'une des parties n'est pas d'accord, elle fait appel. Que cette fois, ce n'est pas une requête qui est arrivée. C'est une lettre qui dit « je ne suis pas d'accord avec le jugement qui a été rendu ». Lorsque le dossier arrive, le président l'impute à un conseiller qui est chargé de la mise en état. De la même manière que ça a été mis en état en première instance, de la même manière, le conseiller chargé de la mise en état se charge d'informer l'appelant que son dossier est arrivé à la cour et qu'il doit venir dire à la cour en quoi il n'est pas d'accord avec le jugement qui a été rendu. Donc,
Maintenant, ce n'est plus la décision de l'administration qui est en cause, mais c'est la décision du juge d'instance qui est en cause. Et la Cour d'appel a toutes les possibilités de revenir et sur les faits et sur le droit pour voir si réellement le juge d'instance a tranché en droit. Si c'est le cas, il confirme le jugement. Si ce n'est pas le cas, il l'infirme. Lorsque la Cour administrative d'appel tranche et que la personne n'est pas satisfaite de la décision qui a été rendue, elle fait ce qu'on appelle le pourvoi en cassation. C'est-à-dire elle exerce une autre voie de recours qu'on appelle le pourvoi en cassation. Et cette fois-ci, la Cour administrative d'appel est obligée de transmettre le dossier à la Cour suprême. Les cours administratives d'appel traitent les conflits liés à l'urbanisme, aux impôts, au mouvement des fonctionnaires, en somme aux droits des citoyens vis-à-vis de l'administration. Dans la pratique aujourd'hui au Mali, les décisions les plus contestées, c'est les décisions concernant la fonction publique et la gestion du foncier. Au niveau de la fonction publique, quelqu'un peut prétendre avoir droit à une régularisation après une formation. L'administration peut prétendre que vous avez été en formation sans avoir un congé de formation, sans avoir été autorisé. Elle refuse de vous régulariser. La décision qu'elle prend pour vous dire que non, désolé, vous ne pouvez pas être régularisé, si elle est prise au niveau régional, local, c'est les tribunaux d'instance. Mais il y a des décisions qui sont prises par des autorités qui ont une compétence nationale. C'est-à-dire leur compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire. Ces décisions ne peuvent pas être déférées au niveau des tribunaux d'instance. Et par conséquent, ne peuvent pas faire l'objet d'appel devant nous. Parce que là, la saisine est directement faite au niveau de la Cour suprême. Lorsque vous contestez un décret du président de la République, la saisine est directe au niveau de la section administrative de la Cour suprême. Lorsque vous contestez une décision prise par le ministre de la Justice ou par un membre du gouvernement, le Premier ministre, là, la saisine est directe. C'est-à-dire on ne peut pas quitter la première instance. Lorsque c'est une autorité indépendante, vous savez, tel que le vérificateur général ou bien le président de l'OCLEI, donc c'est des autorités qui ont une compétence nationale. S'ils prennent des décisions, si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est une saisine directe. Dans les processus d'appel et de révision, les juges de cette cour réexaminent les éléments factuels de l'affaire et vérifient qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'appréciation de la règle de droit. La cour peut ici confirmer la première décision ou l'infirmer totalement ou partiellement. Autrement dit, elle peut soit annuler la décision ou la modifier. Chez nous, ce n'est pas un procès fait à des personnes, mais l'acte qui a été pris, qui est contesté pour n'avoir pas respecté une loi, une procédure ou bien une voie d'exécution. La Cour administrative d'appel est une composante essentielle du système de justice administrative. Grâce à elle, le principe de double degré de juridiction est aujourd'hui effectif. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision administrative, on peut interjeter appel en vue de prétendre gagner le procès judiciaire. Voilà, c'est tout pour ce journal. À demain, même heure, Inch'Allah. Merci et bonsoir.